Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur l'algèbre des quaternions. Donc c'est un vieux sujet de concours qui est tombé en 2002 à CCP en MP, mais c'est un banger, donc ça te permet de revoir vraiment tout ce qui est l'algèbre, mais qui est donc pas l'algèbre linéaire. Ça peut te permettre de bien réviser, peut-être pour des concours qui seront plus difficiles que CCP. Donc exercice très intéressant. En voici la première partie. Et voilà la deuxième partie de l'énoncé. Donc en tout cas, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'aider, et je vais passer directement à la correction. Ah, donc on est parti pour la question 1, donc qui met un petit coup de pression si on arrive, si on voit pas comment la traiter. Donc faut pas oublier le théorème de Cayley-Hamilton, surtout en dimension 2. Donc on a si donc je pose A dans dans M2 de R, A donc je les écris les A, I, J. Le polynôme caractéristique de A, il est donné par le calcul du coup du déterminant de xn-a, c'est-à-dire ce déterminant-là. Donc on fait le produit comme ça. Ça fait x-a1 fois x-a2, 2, moins du coup, puisqu'il y a le moins du déterminant, moins a1, 2, a2, 1. Donc au final après on développe, ça fait x carré moins a1 plus a2, 2x plus ça. Ça c'est la trace, ça c'est le déterminant. Voilà. Le déterminant de A, évidemment, la trace de A. Et donc le théorème de Cayley-Hamilton, il nous dit que CA, ça s'annule en A. Donc c'est-à-dire CA de A égale la matrice nulle. Du coup, on a bien le résultat, le résultat voulu pour tout A dans M2 de R. A carré moins trace de A plus déterminant de A I2 égale 0, sous-entendu la matrice nulle de M2 de R. Allez, donc on est parti pour la question 2. Donc je prends grand A une matrice de M2 de R non scalaire et je vérifie que A ajouré est une sous-algèbre de M2 de R. Donc si je prends M et N dans A ajouré et lambda dans R, si je note M égale AMA plus BMI2 et N égale ANA plus BNI2, où AM, BN, AN et BN sont des réels, A ajouré contient I2. La combinaison linéaire m plus lambda n s'écrit sous la forme m plus lambda n, donc voilà, am plus lambda n i2, bm plus lambda bn pardon, a, donc ça s'écrit bien sous la forme d'un réel i2 plus un réel a, ce qui montre que m plus lambda n est bien dans a ajouré. Et maintenant, il faut vérifier que le produit Mn appartient à ajouré. Donc on développe, on voit bien que tout va bien. Et c'est surtout ce A carré là qui nous gêne. Mais heureusement, à la question précédente, grâce au théorème de Cayley-Hamilton, ce fidèle théorème, on peut faire en fait descendre le degré de A carré en une combinaison linéaire de grand A et de I2. Donc pas de souci, c'est pas la peine après de détailler le calcul, on s'en fout un peu, puisque en fait, l'idée c'est vraiment de dire que on va avoir un réel fois I2 plus un autre réel fois A. Et donc voilà, Mn va bien être exprimé comme une combinaison linéaire d'éléments de grand A et de I2. Donc A ajouré, c'est une algèbre en tant que sous-algèbre de M2 de R. De plus, par définition, A ajouré, c'est engendré par I2 et A. A n'est pas scalaire, donc A ne s'écrit pas sous la forme lambda I2. Donc la famille I2A, elle est libre. Donc I2A, c'est une base de A, et comme elle est de cardinal 2, et j'ai que la dimension de A ajouré, c'est 2. Ok, donc maintenant on va passer à la question 3. L'équation b carré égale moins i2 où b est dans du coup a ajouré, ça signifie que si je note b égale ai2 plus ba, eh bien ça veut dire que b carré égale moins i2, ça veut dire si je développe, ça me fait que vu que i2 et a commutent entre eux, ça me fait une identité remarquable a carré i2 plus 2ab plus b carré a égale moins i2. Et donc au final, après je rapatrie mes termes ensemble, et là on est déjà pas mal parce que je vais récupérer des termes qui ressemblent à ce que je veux montrer. Donc après je vais récupérer les I2 ensemble et les grands A ensemble. Et donc du coup, vu que I2 et I2A c'est une base de A ajouré, je peux identifier les coefficients. Donc là je vais avoir ce terme là qui vaut du coup moins 1 et ce terme là qui vaut 0. Donc super. C'est surtout l'équation égale à 0 qui nous intéresse, puisque on est dans R croix plus, qui est un anneau intègre, donc c'est que soit B égale à 0, soit A égale moins B sur 2 trace de A.
Du coup, bon, le premier cas, on va montrer que c'est absurde, parce que si b égale 0, j'ai a dans cette équation, j'ai a carré égale moins 1. Ça c'est impossible parce que a c'est un réel, donc on peut pas avoir a carré égale moins 1. C'est que a, c'est la deuxième équation qui est vérifiée, c'est que a égale moins b sur 2 trace de a. Bon voilà, et on remplace dans la première équation, ça donne que ça donne ça, c'est-à-dire b carré sur 4 trace de a au carré moins 4 det de a égale moins 1. Et du coup, comme b carré est supérieur à 0, c'est que trace de a carré moins 4 det de a est négatif, et donc après il suffit de passer 4 det de a de l'autre côté, et on a le résultat voulu, et donc l'inclusion réciproque, l'implication réciproque se montre bien. Enfin, on a bien montré ce qu'il fallait. Ah, et donc on est parti pour la question 4. On a déjà remarqué en question 3 que B pouvait pas être une matrice scalaire parce que sinon A carré était négatif. Donc d'où est-ce que ça vient ça? On a dit que si B était égal à 0, eh bien on avait que A carré égale moins A. Donc c'était impossible. Et donc B égale 0, ça correspond au fait que B s'écrit sous la forme AI2, c'est-à-dire que B est scalaire puisque ça s'écrit sous la forme 1 réel fois I2. Donc B ne peut pas être scalaire, donc B ne s'écrit pas sous la forme lambda I2, donc la famille BI2 elle est libre, et en plus de ça elle a le bon cardinal, c'est-à-dire le cardinal de cette famille est égal à la dimension de A ajouré, donc ça veut dire que I2B c'est une base de A ajouré en tant que famille libre et de bon cardinal de A ajouré. Ok, donc par suite on a directement que si je prends M dans A ajouré, je peux l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de I2 et de B, combinaison linéaire qui est unique. Donc ça va nous aider à poser notre morphisme, parce que si je prends une matrice M dans grand A, je peux l'écrire sous la forme CI2 plus DB. Et comment est-ce que de CI2 plus DB je peux créer un complexe? La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est d'associer à CI2 plus DB C plus ID. Donc en fait, il va falloir vérifier que phi est linéaire et elle assure la compatibilité des produits, mais en vérité ça va marcher. Donc il faut montrer que c'est un morphisme d'algèbre, c'est-à-dire que du coup phi elle est linéaire et que phi de mn ça fait phi de m fois phi de n. Donc allons-y. Je prends m et n dans A ajouré que je peux décomposer dans la base I2b. Et la linéarité, on l'obtient en remarquant que m plus lambda n, ça fait cette combinaison linéaire là. Et donc phi de m plus lambda n, ça fait ce coefficient là, plus i ce coefficient là, qui est bien ce qu'on a ici. Et après, je vais récupérer i dm, je vais l'envoyer à gauche, et lambda cn, je vais l'envoyer à droite, pour obtenir du coup cm plus i dn, c'est-à-dire phi de m, plus lambda cn plus i de n, c'est-à-dire lambda phi de n. Ok, donc on a au moins la linéarité de phi, et maintenant il faut montrer que phi est compatible avec le produit, c'est-à-dire phi de mn égale phi de m fois phi de n. Donc pour ça on va calculer le produit à mn, sachant que toute matrice commute avec une matrice scalaire. Donc bon, je fais mn, ça fait m fois n. Et après je vais développer, et b carré égale moins i2, je remplace, et donc j'ai mon mn, donc exprimé en fonction de i2 et de b. Donc phi de mn, ça va faire ce coefficient-là, ce coefficient réel-là, plus i ce coefficient-là. Et par ailleurs, phi de m fois phi de n, ça va faire ce produit-là de complexe, et en fait on va vérifier que c'est bien égal à phi de mn. Donc j'ai compatibilité des produits, c'est-à-dire phi de mn, ça fait phi de m fois phi de n. Et j'ai bien phi de i2 qui vaut phi de 1 i2 plus 0b, c'est-à-dire qui vaut du coup 1. Donc A et C, c'est bien des algèbres qui sont isomorphes, et un morphisme c'est quoi? C'est celui qui a une matrice donc CI2 plus DB qui est bien dans A, va associer le complexe C plus ID. Donc A est-il un corps? Pour ça, on va déjà essayer de caractériser les matrices dont le carré est nul. Donc on suppose que trace de A carré égale 4 det de A. De la même manière qu'en question 3, l'équation m carré égale la matrice nulle, ça nous mène au même système d'équations suivant. De la deuxième équation, soit b égale à 0, soit a égale moins b sur 2 trace de a.
Donc si B égale 0, et bien de la première équation on tire que A égale 0, donc M c'est la matrice nulle, puisque M égale AI2 plus BA. Maintenant si B égale moins B sur 2 traces de A, la première équation, en remplaçant A égale moins B sur 2 traces de A, ça devient B carré sur 4 fois trace de A carré moins 4 det de A égale 0, ce qui n'est pas d'un intérêt fracassant, puisque on a supposé en particulier que trace de A carré moins 4 det de A égale 0. Donc bon, en fait, M est de la forme moins B, facteur de trace A sur 2, I2 moins A, avec éventuellement B égale 0 pour retomber dans le cas où on avait M la matrice nulle. Donc réciproquement de telles matrices conviennent. Et donc l'ensemble des matrices de A dont le carré est nul, c'est les matrices de la forme moins B, facteur de trace A sur 2, I2 moins A, avec B dans R. Donc maintenant, si A était un corps en particulier, ce serait un anneau intègre, c'est-à-dire que l'équation M carré égale matrice nulle, c'est que M égale à la matrice nulle ou M égale à la matrice nulle, ce qui ne laisse pas énormément de choix. C'est-à-dire que M carré égale 0, ça veut dire que M égale 0. Or, c'est pas le cas, il suffit de prendre, on voit bien que si on prend B différent de 0, M carré égale 0, ça n'implique pas que M égale 0. Donc A plus fois n'est pas un corps. Allez, donc on est parti pour cette question 6. Donc si je prends B donc une matrice 2,2 carré qui est supposée non scalaire d'algèbre associée B ajourée, et je suppose que A et B sont semblables, par définition ça veut dire qu'il existe une matrice de changement de base P donc inversible telle que A égale P, B, P moins 1. Donc c'est que B égale P moins 1 à P. Et donc là, on va faire une vérification. C'est que si je considère une matrice M de A ajouré, eh bien je constate que P moins 1 MP, ça fait du coup AI2 plus BB, qui est bien dans B ajouré. Donc c'est-à-dire que si je définis l'application qui a M de A ajouré associe du coup P-1 MP, et bien P-1 MP est bien dans B ajouré, donc cette définition-là a du sens. Donc c'est bien ce que je dis, c'est que psi P de A ajouré est inclus dans B ajouré. De plus, on a clairement la linéarité de psi P, donc il n'y a pas de souci. Psi P, elle admet un inverse qui est la fonction qui a n va associer PNP-1, c'est trivial. Donc psi P, elle est bijective. Et donc psi P est compatible pour le produit, puisque si je prends Mn dans M2 de R, donc le carré il n'est pas au bon endroit, c'est le carré cartésien, psi P de M fois psi P de N, ça va faire ce produit de matrice là, et au final il suffit de développer, P-1 ça va faire l'identité, il va rester P-1 MNP, c'est-à-dire en fait psi P de Mn. Et donc on a bien la compatibilité des produits, et on a montré que psi P c'était donc un morphisme d'algèbre. Donc A ajouré et B ajouré sont des algèbres isomorphes, et on a trouvé un morphisme. C'est la fonction qui a M de A ajouré va associer psi P-1 MP, qui est bien dans B ajouré. Allez, donc on est parti pour cette 7e question. Donc on attendait depuis longtemps de pouvoir placer cet argument. Peut-être même dans les premières questions, en tout cas moi c'est ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'on a envie d'utiliser le fait que si trace de A carré se compare à 4 det de A selon de différentes façons, et bien le polynôme caractéristique il est scindé simple, etc. Donc on a envie d'utiliser des arguments d'algèbre linéaire. Donc maintenant c'est le bon moment, on peut enfin le faire, on est soulagé. Le déterminant du polynôme caractéristique de A donc est strictement positif si trace de A, donc le carré il n'est pas au bon endroit, trace de A au carré est supérieur à 4 det de A. Dans ce cas-là, ça signifie que CA il admet deux racines réelles distinctes, Z1 et Z2, et donc CA il est scindé simple dans R crochet X, et donc A est diagonalisable de valeurs propres distinctes. Maintenant, si je pose D, la matrice diagonale associée, on a montré qu'il existe une matrice de GL2 de R telle que A égale PDP-1, c'est-à-dire que A et D sont semblables, donc on va utiliser le résultat précédemment obtenu. Je vais noter D ajouré l'algèbre associée à la matrice diagonale D, et le résultat de la question 6 donne que A ajouré et D ajouré sont isomorphes. Donc D c'est quoi? C'est l'ensemble des AI2 plus BD, c'est-à-dire en fait c'est de la forme d'une matrice diagonale de la forme A plus BZ1, A plus BZ2, où A et B se baladent dans R. Donc en fait ça on va voir si
on aimerait que ça fasse en fait, A plus BZ1 et A plus BZ2 pour A et B dans dans R2. Bah, en fait, on aimerait que ça fasse tous les, en fait, ça couvre toutes les matrices diagonales. Donc bon, il suffit juste de le faire proprement. Z1, Z2 sont fixés. On pose l'application qui a AB va associer A plus BZ1, A plus BZ2 de R2. Et on va vérifier si je prends n'importe quel réel de R2, je peux l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire que θ est surjective. C'est ce qu'on aimerait montrer par analyse synthèse. On se prend D1, D2 et on cherche A et B tel que D1, D2 égale θ de AB. On obtient cette résolution-là, et comme Z2 et Z1 sont distinctes, eh bien on a ces coefficients-là qui vont bien. L'application est surjective. Tout couple D1, D2, de R peut s'écrire comme image de θ par deux réels A et B qui sont bien choisis. Et donc D, c'est l'ensemble, l'algèbre du coup D ajouré, c'est l'ensemble des matrices diagonales. Donc D1, D2 dans R, et voilà, c'est bien ce que je dis. Donc en fait, on a montré au final que A ajouré et les matrices diagonales donc de 2 fois 2 sont isomorphes, et on a trouvé le morphisme à la question précédente, c'est psi p. Bon, est-ce que dans ce cas-là on a un corps? Eh bien, par la question précédente, c'est que pour tout D diagonal, il existe M donc dans l'algèbre grand A tel que D égale psi p-1 de M. Donc pour montrer, en fait on va montrer que c'est pas un corps, donc on va chercher du coup un élément non nul qui n'est pas inversible pour le produit. Donc allons-y, c'est ce qu'on essaie de faire. Si je prends D, la forme donc diagonale 0, D2, où D2 c'est un réel non nul, eh bien on obtient qu'il existe une matrice M de A telle que diag de 0 D2 égale PM P-1. Les matrices M et donc diagonale de 0 D2 sont semblables, elles ont donc le même déterminant. Donc comme le déterminant de la matrice diagonale est nul, elle n'est pas inversible, et donc M elle l'est pas non plus. Et donc M c'est pas la matrice nulle, puisque on a pris des deux différents zéros, donc on a bien construit une matrice non nulle qui n'est pas inversible, donc c'est que A plus fois n'est pas un corps. Question 8, qui n'est pas la plus difficile du problème, donc je prends D ajouré, une algèbre de dimension finie n et A dans D. Je montre que phi A elle est bien définie, que c'est défini un endomorphisme de l'espace vectoriel D. Bon, la stabilité par produit de l'algèbre D montre que si je prends un élément de X et si je lui applique phi A, je le renvoie dans D, il n'y a pas de souci. Et la linéarité, si je prends X et Y dans D et lambda dans R, phi A de X plus lambda Y, ça fait par définition A de X plus lambda Y, ça fait AX plus A lambda Y, le lambda je peux le sortir, et ça fait AX plus lambda de Y, c'est-à-dire phi A de X plus lambda phi A de Y. Donc on a bien la linéarité, donc pour tout A dans D, phi A est un endomorphisme de D. Alors, question 7. Donc on sait déjà que l'application qui a phi va associer sa matrice dans une base B. C'est un isomorphisme d'espace vectoriel. On peut même montrer que c'est un isomorphisme d'algèbre parce que il est compatible pour le produit, c'est assez simple. Et on a aussi l'injectivité qui est assez simple à montrer en tant que donc il faut montrer que le noyau de cette application-là, c'est le singleton 0. Donc par la composition là, que j'ai mis à droite de l'écran, on a juste à montrer en fait que la première application du schéma est un isomorphisme injectif d'algèbre, et par composition on en déduira que ce morphisme-là est bien injectif, un morphisme injectif d'algèbre. Donc si je prends un B donc je montre du coup que le morphisme de l'énoncé, ce morphisme-là est bien un morphisme injectif d'algèbre. Donc si je prends AB dans D ajouré et lambda dans R, je remarque quoi? Par propriété en fait des algèbres, j'ai que AX plus lambda BX c'est A plus lambda BX, c'est-à-dire phi de A de X plus lambda phi de B de X égale phi de A plus lambda
B de x. Et donc en fait, ça veut dire que phi a plus lambda phi b et phi a plus lambda b coïncident sur D tout entier, donc c'est que les fonctions, les applications sont égales. De la même manière, ABX c'est enfin A fois BX c'est égal à AB fois X. Donc on a la composition, enfin on a phi rond phi B égale phi AB. Et de la même manière, phi 1D de X égale 1D. Bon voilà, ça donne ça. Donc voilà, il n'y a pas de problème, c'est un morphisme d'algèbre. Maintenant, si je prends A dans le noyau de phi, c'est que psi A égale la matrice nulle. Donc par injectivité, c'est que pour tout x dans D, phi A de x égale 0. Donc on peut choisir x qui va bien. X égale 1D, ça me paraît être une bonne idée pour obtenir que A c'est 0D. Et bon, on a l'inclusion réciproque, c'est que psi 0D ça fait bien 0D. Et donc psi était injective et par composition c'est également un morphisme d'algèbre. Donc psi est bien un morphisme injectif d'algèbre. De plus, psi de D c'est une sous-algèbre de Mn de R en tant que l'image de D par un morphisme d'algèbre. Comme on est en dimension finie et que psi est injective, psi réalise en fait un isomorphisme de D dans psi de D. Ah, et donc question 10, qui est un exemple, donc on va prendre D ajouré égale C, le coordonnées complexe. Donc si je prends Z dans C, eh bien comme 1i c'est une base de C, je peux poser Z égale A plus IB avec AB de réel. Pour établir la matrice de B dans phi Z, on calcule l'image des vecteurs de la base par phi Z et on les exprime en fonction de 1 et i. Bon, phi Z de 1 ça fait A plus IB, donc ça fait... donc là, pourquoi j'utilise les parties réelles et les parties imaginaires de Z, c'est tout simplement pour ne pas avoir à les exprimer en fonction de A et B qui correspondent à la partie réelle et à la partie imaginaire de Z. Comme ça, j'exprime tout en fonction de Z. Et phi Z de I, ça va faire I A plus IB, donc ça fait moins B plus IA, donc c'est-à-dire moins image de Z plus I réel de Z. Et au final, j'en déduis la base, enfin la matrice de phi Z dans la base canonique de C. Ok, donc toujours la même question, on se demande si A plus fois est un corps ou pas. La réponse sera encore une fois non. Donc si je prends A une sous-algèbre de Mn de R qui contient une matrice non scalaire A de valeur propre lambda dans R, et je considère la matrice B égale A moins lambda IN, donc B appartient à A car c'est une combinaison linéaire de IN et de A, et par définition le déterminant de A moins lambda IN égale 0, donc B n'est pas inversible dans Mn de R, et il risque pas d'être inversible dans A. Donc ça montre que A contient un élément non nul et qui n'est pas inversible, donc ça veut dire que A plus fois n'est pas un corps. Bon, question 12 qui est juste assez simple au vu de la question 11. Si A contient une matrice diagonalisable ou trigonalisable non scalaire, A contient une matrice non scalaire qui admet une valeur propre réelle. La question 11, elle montre tout simplement que A plus fois n'est pas un corps. Ah, donc question 13, donc on suppose que A ajouré est intègre et on prend A, donc une matrice de A ajouré non nulle, et on montre que phi A, donc qui est l'application qui a X de A ajouré va associer AX à X, est bien un isomorphisme d'espace vectoriel de A. Donc si je prends x donc déjà la définition, est-ce que ax est bien dans A si x est dans A? Donc si je prends x dans A ajouré, ax est bien dans A puisque A est une algèbre, donc phi A est bien l'application de A dans A. Pour la linéarité, elle s'obtient immédiatement grâce aux propriétés des algèbres. Pour l'injectivité, il s'agit de montrer que le noyau donc, de phi de A est égal au singleton nul, singleton 0. Donc droite-gauche c'est trivial car A est un espace vectoriel. Et réciproquement, si je prends x donc dans A ajouré, tel que phi de A de x égale 0, donc on a AX égale la matrice nulle. Comme A est intègre, par hypothèse, c'est comme A est non nul, c'est que x est nul. Ça on a l'injectivité. La surjectivité, on est en dimension finie, donc on l'a acquise par le fait qu'on est en dimension finie. Donc voilà, phi A c'est bien un isomorphisme de l'espace vectoriel A ajouré. En particulier, IN, elle est bien dans A non nul, donc ça veut dire qu'il existe un X dans A ajouré tel que IN égale phi A de X, c'est-à-dire que IN égale à X. Donc A admet un inverse à droite, admet pour inverse à droite X, c'est aussi son inverse à gauche, puisque A est inclus dans Mn de R, et donc dans les matrices, un inverse à gauche est aussi un inverse à droite. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet argument-là, vous pouvez toujours introduire la fonction phi A' qui a X va associer
associer xa et dire que toujours la même chose, que A est inverse à droite, admet pour inverse à droite, à gauche, pardon, x. Donc A admet un inverse à gauche, à droite, donc admet un inverse dans A. Donc pour tout élément non nul A de A jouré, on a tout élément non nul A de A jouré admet un inverse dans A. Donc A plus fois, c'est un corps. Question 14, question très facile et très classique, donc il faut savoir la faire. Bon, j'ai A carré égale moins IN, j'applique le déterminant, ça me fait déterminant au carré de A, donc déterminant de A au carré égale moins 1 puissance n. Or, A est un coefficient réel, donc le déterminant de A il est aussi réel, et donc c'est que n est nécessairement pair, sinon on a quelque chose de la forme 1 carré réel négatif, donc c'est pas possible, c'est que n est nécessairement pair. Allez, donc question 15, on va poser donc H ajouré, donc IN, A, B, AB, et on montre que c'est une sous-algèbre de Mn de R. Donc c'est une partie génératrice, c'est bien un sous-espace vectoriel de A, il contient bien IN. Maintenant, si je prends Mn dans H, je peux écrire M sous la forme d'une combinaison linéaire de IN, A, B et AB, même pour N. Le produit Mn, ça fait apparaître des produits matriciels de la forme BA, A carré, B carré, A carré B, BAB, ABA, AB carré, et AB le tout au carré, qui ne sont a priori pas dans H. Mais en fait, l'hypothèse A carré égale B carré égale moins IN, et AB plus BA égale la matrice nulle, montre qu'en fait tous ces produits sont dans H, puisqu'en effet A carré B ça fait moins INB, donc ça fait moins B, AB carré de la même manière ça va faire moins A, ABAB ça va faire A fois BA fois B, ça va faire A fois moins AB fois B, ça va faire moins A carré B, moins 1 carré pardon B carré, ça va faire moins IN, puisque A carré et B carré valent IN. Et enfin AB égale moins BA, donc ABAB ça va faire moins BA carré, ça fait B, et BAB ça va faire moins B carré A, ça fait A. Voilà, ça montre finalement que Mn c'est bien une combinaison linéaire avec des coefficients dans R de IN, AB, B et AB. Donc Mn est bien dans H, on s'en fout en fait de la valeur des coefficients associés, mais voilà, il faut juste dire que c'est une combinaison linéaire de IN, AB et AB. Et par conjonction de tous les points, H c'est bien une sous-algèbre de Mn de R. Allez, question 16, donc on prend t, x, y, z, des réels, on pose c égale xa plus yb plus zab pour simplifier le calcul. C, elle commute avec la matrice scalaire tin, et donc on a du coup que ça va faire tin plus c fois du coup tin moins c. Et vu que ça commute, déjà on a pas mal simplifié, on sait que ça va faire t carré in moins c carré. Donc c'est pas mal, on a un peu simplifié le truc. Maintenant c carré, il faut calculer. On développe à chaque fois, ça va faire x à carré, x carré à carré, pardon, plus xy ab, etc. J'ai mis des termes de même couleur en fait qui correspondent du coup au carré, parce que à la question précédente on avait dit AB carré ça faisait du coup j'imagine IN, etc. Donc on regroupe les termes ensemble on obtient du coup que ça fait moins x carré plus moins y carré moins z carré le tout IN. Donc au final on a en remplaçant dans ça que ça va faire t carré plus x carré plus y carré plus z carré IN. Allez, donc montrons que la famille IN, A, B, AB est libre. Donc pour ça, on prend T, X, Y, Z dans R4 tel que TIN plus XA plus YB plus ZAB égale la matrice nulle. Et on multiplie, comme on l'avait la question précédente, par TIN moins XA moins YB moins ZAB pour obtenir que T carré plus Y carré plus Y carré plus Z carré IN égale à 0. On en déduit du coup que c'est forcément que t carré plus x carré plus y carré plus z carré égale à 0, mais en fait ça correspond au fait que la norme du vecteur t, x, y, z, donc de R4 au carré égale à 0, où la norme c'est la norme euclidienne de R4. Comme c'est une norme, ça veut dire que le vecteur à l'intérieur il est nul, donc c'est que t égale x égale y égale z égale 0, et donc on a déduit que la famille IN, A, B, AB est libre, donc c'est aussi une famille génératrice de H, et donc IN, A, B, AB c'est bien une base de H. De plus, si je prends M donc dans H non nul, il existe T, X, Y, Z, donc des réels non tous nuls, tels que j'ai M égale TIN plus XA
plus YB plus ZC. Et la question 16 montre que du coup la matrice 1 sur T carré plus X carré plus Y carré plus Z carré fois TIN moins XA moins YB moins ZAB est un inverse à droite de M. On peut toujours diviser donc par T carré plus X carré plus Y carré plus Z carré, puisque l'un des termes est non nul. Et donc comme H est inclus dans Mn de R, c'est également un inverse à gauche. Et donc tout élément non nul de H admet un inverse, et donc H plus faux est un corps. Allez, donc question 18, on définit donc la matrice J, et on définit A à partir de J et B à partir de I2. Donc on va avoir du J carré qui va apparaître quand on va calculer du A carré. Donc J carré, on le calcule, ça va faire moins I2. A carré, on fait un calcul, ça va faire moins I2 sur la diagonale, c'est-à-dire moins I4. Et B, je me suis trompé quand j'ai recopié la matrice, mais le calcul est bon, ça fait moins I4 aussi. Et AB plus BA, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire du coup la matrice nulle aussi. Donc voilà, c'est tout simplement des calculs, et on a bien A et B qui vérifient la relation voulue. Question 19, je prends M donc dans H non nul, puisque on a une base IN A B AB, M ça s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de IN A B et AB. La transposée, elle se calcule à partir de ces transposés là. La transposée de IN c'est IN, et la transposée de J, on remarque que c'est moins J. La transformée de AT ça fait moins A, la transformée de BT ça fait moins B, c'est des calculs tout ça. À la fois la transformée de BT ça fait moins AB. Je pense que c'est la transformée de AB et le tout transposé. Je me suis trompé dans l'écriture, c'est ça en fait que je voulais écrire. Et au final, M égale TIN plus XA plus YB plus ZAB, ça implique que la transformée de T c'est TIN moins XA moins YB moins ZAB. La question 18, ça montre que M est inversible, et cette même question montre en fait que comme M est non nul, T carré plus X carré plus Y carré plus Z carré est non nul, et l'inverse de M c'est la transposée de M sur T carré plus X carré plus Y carré plus Z carré. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo donc sur les algèbres, qui te permet, comme son nom l'indique, de bien réviser ton cours sur l'algèbre, sur les corps, et avec un énoncé qui est assez abstrait et qui te permet aussi de revoir l'algèbre linéaire. Donc je pense que c'est un très bon exercice pour s'entraîner pour les concours qui arrivent. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux ces concours, ou tout simplement pour avoir des résultats mathématiques très intéressants. Donc j'espère te retrouver sur ma prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!